Docteur Claire-Lyne Dupin, vous êtes pneumologue praticien hospitalier dans le centre d'asthme sévère de l'hôpital Bichat à Paris. Et vous avez à vos côtés une de vos patientes asthmatiques sévères, Wasima, qui a 22 ans, Alban, la psychologue du service de pneumologie, qui dédie une partie de son temps aux asthmatiques sévères. Et Karine, infirmière diplômée d'État, coordinatrice dans le centre asthme sévère. Vous prenez en charge la coordination des adolescents et des patients asthmatiques. Ce qui fait la particularité de notre service d'asthme sévère, c'est la pluridisciplinarité. On est plusieurs métiers à être associés autour et avec le patient asthmatique. Les pneumologues, les médecins ORL, les médecins allergologues, les psychologues, les infirmiers et notamment les infirmiers spécialisés. Tout le monde agit en interaction pour s'occuper au mieux des patients asthmatiques. C'est quoi le parcours de soins en centre asthme sévère? En tant que pneumologue, le parcours de soins, c'est un patient qui nous est adressé par un référent, de temps en temps un médecin généraliste, le plus souvent un médecin spécialiste pneumologue ou un médecin ORL ou pédiatre qui a identifié des facteurs de sévérité chez un patient asthmatique qui est déjà suivi. Et donc, c'est un malade qui a déjà des traitements qui vont avoir été augmentés progressivement et qui va ne pas aller bien et donc nous être référés en centre tertiaire. De temps en temps, on a des patients qui nous contactent spontanément, ayant identifié eux-mêmes que leur maladie n'allait pas bien. On va les recevoir une première fois en consultation. C'est une consultation qui va être longue pour identifier toute la vie du patient asthmatique, comprendre tout ce qu'il ou elle a reçu comme traitement dans sa vie et toutes les complications que cet asthme peut avoir dans sa vie. La plupart du temps, les patients vont ensuite être adressés en hôpital de jour. Là, ils vont avoir une batterie d'examens qui va permettre de faire la carte d'identité de leur maladie et identifier un ordre d'action sur les mois ou sur les années à venir et notamment d'identifier des cibles de traitement. Et c'est lors de cet hôpital de jour, la plupart du temps, que les patients rencontrent Alban et Karine s'ils ne l'ont pas déjà rencontré le jour de la première consultation. Rencontrer la diététicienne, l'assistante sociale. Il y a aussi une grosse équipe derrière. Wasima, je vais maintenant vous demander de nous parler de l'histoire de votre asthme. Toute mon enfance, ça allait. Mais arrivé au collège, il y avait des allergies qui se sont installées. Donc, c'était des allergies à poussière, acariens, bouleau, poils de chat, poils de chien. À l'entrée du lycée, mon allergie commençait à s'accentuer et des crises commençaient à s'installer. Personnellement, je ne savais pas que c'était de l'asthme. Je pensais que c'était des crises d'angoisse. En fait, c'était mêlé aussi aux crises d'angoisse. Et en allant voir mon allergologue, qui était aussi mon pneumologue de centre-ville, on a vu que c'était vraiment de l'asthme. Au début, on ne connaissait pas vraiment l'ampleur de cet asthme, donc on a commencé avec un petit traitement, mais on a vu que ça suffisait pas. Très rapidement, j'ai été suivie en service de pédiatrie à Versailles, qui était mon hôpital de secteur. J'enchaînais les hospitalisations. En fait, ça s'est suivi vraiment. C'était vraiment pas contrôlé et j'étais vraiment perdue. L'asthme ne cessait de se dégrader. J'étais suivie avec des traitements corticoïdes. Ça aidait énormément, mais il y avait beaucoup de conséquences derrière. J'avais pris 13 kilos à cette période-là à cause de la cortisone. J'enchaînais les hospitalisations. C'était vraiment très, très décourageant. C'est à ce moment-là aussi qu'on a remarqué qu'il y avait aussi besoin d'une aide psychologique parce qu'il y avait beaucoup de changements avec l'entrée du lycée, l'adolescence. Et c'est aussi là qu'on fait attention au regard des autres, surtout quand ça se mêle avec la scolarité. C'était très, très difficile pour moi, je sais, à cette époque-là. Je suis quelqu'un de discrète aussi, déjà de base. Et être vue à l'école comme celle qui fait des crises, celle qui est malade, qui on appelle les pompiers à chaque fois. Ça a été très difficile et au moment de l'adolescence, c'est très dur à gérer. Après Versailles, on m'a transféré à Bichat parce que mon dossier était assez compliqué. Il y avait eu beaucoup de passages aussi en réanimation. Depuis que je suis suivie à Bichat, avec les traitements de biothérapie, on a vu une grosse amélioration. J'ai été très bien suivie aussi par la psychologue qui m'a beaucoup aidée parce qu'on se rend pas forcément compte. Moi-même, la première, au début, je pensais que c'était vraiment pas nécessaire. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça a autant d'importance de soigner psychologiquement que physiquement. Surtout quand ça arrive durant la scolarité et qu'on a cette étiquette de celle qui est malade, celle qui fait pas de sport, qui est dispensée, celle qui est toujours sur le banc. C'est difficile à porter. Ça fait du bien de parler à une psychologue et ça aide énormément. Vous avez subi des moqueries, vous, par rapport à votre asthme? Au tout début, c'était plus de la curiosité. Les élèves se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? Et puis après, la curiosité devenait un peu plus malsaine. Ça, se disait, mais elle est bizarre, mais pourquoi elle quitte tout le temps court? Pourquoi elle respire rapidement comme ça? Pourquoi elle a besoin d'être isolée? Voir les autres nous regarder comme ça? Et c'était assez dérangeant et parfois complexant aussi. Alban, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu votre rôle lors de cette première consultation? Souvent, je les rencontre après le médecin. Je propose vraiment un espace, un temps où on peut justement reparler de tout ce qui était passé avec la crise, de tout ce qu'on a ressenti, de nos peurs. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément en parler avec sa famille, avec ses proches, parce qu'on a peur de les inquiéter. Ou alors, au contraire, on a peur d'être
stigmatiser, ce sentiment de solitude. Je les aide aussi un peu à, d'une certaine façon, à normaliser, à dire en fait c'est normal que vous ressentiez ça. À peu près tous les patients vivent la même chose que vous n'êtes pas la seule en fait. Et on essaye de sortir aussi de cette angoisse. Le but c'est quand même que après ces grosses crises, après l'hospitalisation, c'est de reprendre une vie à peu près normale, de ne pas avoir des stratégies d'évitement, d'avoir peur de sortir, d'avoir peur d'aller en cours, aussi reprendre un peu confiance. Docteur Dupin, une fois que vous êtes sûr de ce diagnostic d'asthme sévère, comment s'effectue le choix de la première biothérapie et est-ce que tous les asthmatiques peuvent en bénéficier? Alors, c'est vrai que la démarche, elle est essentielle. Avant de parler d'un asthme sévère, on va aller dans un parcours qui va être parfois très long, de plusieurs mois, 6 mois, exceptionnellement 1 an, pour identifier tous les facteurs de mauvais contrôle qui peuvent expliquer que l'asthme n'aille pas bien. Ça peut être le reflux, ça peut être une reprise d'activité physique pour des gens qui sont très sédentaires, ça peut être la technique de prise des traitements qui va être retravaillée. Une fois qu'on a identifié tout ça, qu'on l'a traité et que l'asthme ne va toujours pas bien, là, on est dans la thématique de l'asthme sévère. À ce moment-là, on va effectivement faire un choix de traitement. Jusqu'à 2023, toutes les biothérapies qui existent s'adressent aux malades asthmatiques qui sont allergiques et ou qui ont des éosinophiles trop élevés. Les éosinophiles, c'est une sous-famille des globules blancs. Les globules blancs, ça nous aide à nous défendre. Les éosinophiles, ça nous aide à nous défendre contre les infections liées à des parasites. On peut avoir en zone tropicale, par exemple. Mais quand on est asthmatique, on peut avoir des éosinophiles trop élevés dans le sang. Et indirectement, c'est un reflet du fait qu'on en a trop dans les bronches. Et donc, jusqu'à 2023, toutes les biothérapies s'adressaient à l'allergie ou à l'éosinophilie. Soit on a une seule de ces caractéristiques et donc on a un seul choix de biothérapie possible, soit on a plusieurs possibilités. Et à ce moment-là, il va y avoir des discussions pluridisciplinaires avec l'ORL, avec l'allergologue, avec plusieurs pneumologues et on va discuter ensemble sous la forme de ce qu'on appelle des réunions de concertation asthme, RCA, où on va essayer d'avoir un point de vue le plus objectif possible sur le traitement qui peut avoir le meilleur effet chez notre patient. Et c'est vraiment un traitement à la carte, un traitement individualisé. À partir de 2023, il y a une 5e biothérapie qui arrive et qui a montré en tout cas son bénéfice pour les asthmatiques qui sont ni allergiques ni éosinophiles. On appelle ça aussi les asthmes non T2. Et donc à partir de 2023, on considère que ces 5 biothérapies vont nous permettre d'avoir au moins une solution à proposer à chaque patient asthmatique sévère. Si aujourd'hui on a toutes ces biothérapies, c'est parce que des centaines, des milliers de patients ont participé à des protocoles de recherche clinique. C'est évidemment complètement libre d'y participer ou de refuser. Je voulais maintenant aborder le thème de l'éducation thérapeutique. Pouvez-vous me parler du plan d'action écrit? Le plan d'action, il nous semblait essentiel pour les patients parce qu'il faut qu'ils sachent comment gérer les crises. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit c'est une crise qui arrive de façon brutale et sévère. Donc là, bien évidemment, ils se font accompagner de leur traitement de secours. On leur explique bien qu'il faut répéter la prise plusieurs fois. On commence par 2 bouffées, répéter au bout de 10 minutes 2 bouffées. Et si les symptômes persistent, les patients doivent passer à 4 bouffées toutes les 10 minutes pendant 1 heure. Et s'ils sont toujours pas soulagés, ils doivent absolument appeler les pompiers ou le SAMU et puis commencer les corticoïdes Péros. Donc tout ça est inscrit sur une ordonnance. Quand je reçois les patients, je leur dis toujours de bien intégrer ce plan d'action pour que ce soit quelque chose d'automatique. Ce plan d'action est revu systématiquement lors de chaque consultation de réévaluation par le médecin. On tient absolument à ce que les patients maîtrisent ce plan d'action et qu'ils n'aient pas besoin d'aller chercher dans leur ordonnance, attention, qu'est-ce que je dois faire? Ça doit être quelque chose d'automatique. On traite la crise le plus tôt possible et ils continuent bien sûr à prendre leur traitement de secours jusqu'à temps qu'un médecin du SAMU, des pompiers viennent les prendre en charge. Et puis il y a l'autre situation où c'est plutôt des symptômes de l'asthme qui sont présents sur 3 jours consécutifs, qui peuvent être effectivement soulagés mais qui reviennent fréquemment. Nous, on leur dit toujours, si les symptômes sont présents 3 jours de suite avec une augmentation de la prise de leur traitement de secours, et bien le 4e, c'est pareil, on débute une corticothérapie, 4 à 5 jours minimum, et on peut aller jusqu'à 7 jours. On leur dit tout de même que c'est intéressant d'aller se faire réévaluer par leur médecin traitant. L'idée n'est pas de les laisser tout seuls dans leur coin, sans consulter le médecin. L'idée, c'est juste qu'ils agissent rapidement pour éviter qu'on arrive à des crises trop sévères, qui soient difficiles à gérer, catastrophiques, avec des passages aux urgences, voire en réanimation. Du suivi des patients sous biothérapie. Comment ça se passe, ce suivi? Le suivi des patients sous biothérapie, ça va se faire idéalement en alternance avec le pneumologue référence. L'efficacité des biothérapies, elle est évaluée au bout de 6 mois. Quoi qu'il se passe, on se laisse plusieurs mois avant de dire ça marche ou ça ne marche pas. Éviter surtout d'arrêter une biothérapie trop tôt
alors que peut-être on est dans une période d'allergie intense et que c'est pour ça que le patient a encore beaucoup de symptômes. Quand ça va bien, on voit les patients en consultation une fois tous les 6 mois, voire une fois par an, hein, quand la situation est vraiment très stable. On fait des épreuves fonctionnelles respiratoires de temps en temps, on fait remplir des scores de contrôle et puis on fait pour certaines biothérapies des prises de sang aussi de suivi. Mais voilà, ça reste un suivi qui est dit ambulatoire, c'est-à-dire en consultation, les patients ne reviennent pas en hôpital de jour pour le suivi. Comment ça se passe, la première injection, et puis comment ça se passe pour les suivantes? C'est moi qui gère la première injection. Souvent, il y a une éducation à faire, non seulement sur l'injection, mais il y a aussi une éducation à faire sur la conduite à tenir, sur les effets secondaires. Le médecin leur laisse l'ordonnance pour qu'ils puissent se fournir dans une pharmacie de ville, puisque à l'hôpital, on ne peut pas l'avoir. Donc l'idée, c'est qu'ils viennent avec. Je leur explique, en quoi ça sert. Je leur explique après comment l'injecter. Bon, maintenant, on a des biothérapies qui sont quasiment tous disponibles en stylo injectable. C'est très facile à faire, mais néanmoins, il faut quand même, leur expliquer. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de leur expliquer les effets secondaires, les conduites à tenir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé la biothérapie, on ne l'arrête pas soi-même. Et puis surtout, il faut bien leur faire comprendre que c'est un complément de traitement, mais ça ne remplace pas le traitement de fond. Il s'organise de plus en plus des consultations de transition entre la pédiatrie et l'âge adulte. La question de l'éducation thérapeutique chez les adolescents, elle est essentielle aussi. On essaye donc progressivement d'avoir des ateliers qui sont spécifiques aux adolescents parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes problématiques quand on a 18 ans, 20 ans que quand on en a 60, quand bien même on a la même maladie. L'éducation thérapeutique du patient, en quoi ça consiste? C'est quand même important pour le patient de connaître sa maladie, de savoir aussi les mécanismes. En fait, de comprendre permet aussi d'enlever un petit peu d'anxiété aussi d'une certaine façon. Des médecins qui vont vraiment parler de la maladie, d'une diététicienne qui va aussi pouvoir parler d'équilibre alimentaire, une assistante sociale pour les droits. Nous avons aussi une kiné pour du sport, il y a de la relaxation. On englobe en fait tous les savoirs de la maladie pour que le patient ait un peu comme une caisse à outils à portée de main. L'objectif, c'est que le patient soit acteur aussi de son propre soin et qu'il apprenne progressivement dans des ateliers qui sont parfois ludiques pour que le patient comprenne ce qui lui arrive, sache aussi l'expliquer à son entourage. Et donc, le patient est capable d'expliquer sa maladie, est capable de la comprendre, est capable d'agir dans des circonstances de vie où il n'est pas à l'hôpital, où il n'est pas dans le cabinet de son pneumologue, comprend les traitements, leur importance. Et donc, l'objectif, c'est d'être vraiment un ensemble avec le malade qui est le vecteur principal de sa maladie. Wazima, votre regard sur ce que vous a apporté l'éducation thérapeutique? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Je ne savais pas du tout en quoi ça consistait et ce que c'était. Et au final, ça a été quelque chose de très, très bénéfique pour moi. On a l'habitude de parler de notre asthme dans un contexte de consultation avec le psychologue, ou bien au moment de la crise quand on est en hospitalisation. Mais là, c'est tout un autre contexte et parfois, on est mêlé à voir des personnes dans le même cas que nous. Ça, c'est quelque chose de rassurant, de se dire qu'on n'est pas tout seul dans ce combat et d'avoir tous ces renseignements au niveau de la prise en charge aussi. Ça aide aussi. Je crois que vous organisez une journée annuelle de l'asthme dans le service. En quoi ça consiste? Parlez-nous-en un petit peu. Alors, je rebondis un peu aussi sur ce qu'a dit Wassila, c'est que cette journée annuelle, ça permet du coup aux patients asthmatiques de pouvoir se rencontrer. On organise aussi des groupes de parole en dehors tous les mois, justement pour que les patients puissent échanger sur leur vécu. Là, c'est plus une journée aussi d'information. C'est aussi pour les proches, en fait. On invite vraiment les proches à comprendre la maladie, comprendre ce que doivent vivre les patients, pouvoir aussi échanger parce que eux aussi peuvent être paniqués, peuvent au contraire stigmatiser aussi leurs proches d'une certaine façon. Moi, j'entends souvent des maris ou des femmes qui disent ma femme ne fait plus rien à la maison, mais c'est juste qu'elle est dépressive. Donc, vraiment pouvoir les réinformer sur ce qu'est l'asthme sévère et sur le quotidien, en fait, ce que ça engendre. Quelles sont vos recommandations pour les adolescents asthmatiques? Pour suivre son traitement. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on néglige beaucoup. Et moi, la première, je sais que je suis par exemple, et dès qu'on commence à aller mieux, on ressent pas forcément le besoin d'utiliser, mais en fait, c'est parce qu'on prenait le traitement qu'on va mieux, et que la chute, elle peut vraiment, vraiment, vraiment faire mal. Que les adolescents ou les très jeunes adultes puissent nous dire les choses s'ils ne prennent pas leur traitement, s'ils n'ont pas envie. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les soigner, pour les aider. On préfère un jeune qui nous dit je fume plutôt que de nous cacher. Et je reviendrai aussi sur le côté psychologique. Les jeunes ont du mal à avoir des psychologues. Ça peut être aussi une aide ponctuelle. C'est pas pour les fous, on n'est pas obligé d'en parler non plus. L'essentiel, c'est l'éducation. Premièrement, si les patients sont mal éduqués sur la prise de traitement, eh bien évidemment, si vous ne prenez pas votre traitement correctement, déjà, vous n'êtes pas traité. Il faut passer un temps sur la technique de prise et puis après, il y a l'observation. Donc ça aussi, il faut prendre du temps avec le patient pour lui expliquer l'intérêt. Et puis évidemment, le plan d'action, c'est vital, quoi. Si vous savez comment gérer vos symptômes et vos exacerbations,
limite les grosses catastrophes et c'est ce qu'on recherche. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La clé, c'est le traitement, c'est l'observance du traitement, c'est-à-dire le fait de prendre son traitement tous les jours. Et l'autre mot-clé, c'est l'absence de jugement, c'est-à-dire qu'on est là pour aller dans le bon sens ensemble, que l'adolescent asthmatique ne prenne pas son traitement. C'est une bonne chose qu'ils le disent. Pneumologue, psychologue, infirmière, on ne va pas juger cette attitude, au contraire, on va s'en servir pour savoir comment adapter soit les traitements, soit la façon d'aborder les choses pour qu'il ou elle soit soigné le mieux possible. Pas de honte à dire que vous en avez marre, que vous ne voulez plus être traité, vous ne voulez plus être malade. Tout ça, c'est des problématiques auxquelles on a l'habitude de faire face et auxquelles on fera face ensemble. L'objectif, c'est d'être bienveillant et d'avancer ensemble.